La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. C'est ça, déjà c'est Vanessa là, c'est mon effet. Allez, bonjour Vanessa, bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Bon, alors tu sais comment on commence le podcast, toujours je demande aux invités de se présenter, donc peux-tu te présenter s'il te plaît? Ben écoute, je m'appelle Vanessa, j'ai 34 ans, j'ai toutes mes dents, je suis une informaticienne, un conseiller financier, je suis une femme célibataire et qui l'assume. C'est aussi pour ça que ça nous intéresse. Ça fait vraiment partie, ça fait vraiment partie de mon identité, donc c'est pour ça que je le cite dans ma présentation. Okay. Je suis une investisseuse, je suis influenceuse et je suis aussi chef d'entreprise. Ok, et voilà. Eh ben ça nous fait beaucoup de grains pour notre moulin. Donc je note, célibataire fait partie de ton identité. Il va falloir que tu m'expliques ça. Mais attends, ça vient. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux me dire si le terme afropéenne, c'est un terme que tu connaissais déjà? Et si tu te sens à l'aise d'être mise dans cette case? Afropéenne, c'est un terme que je ne connaissais pas, je l'ai découvert avec toi et oui, je me sens complètement à l'aise dans cette case, tout simplement parce que déjà je suis née, j'ai grandi, en tout cas j'ai passé une partie de mon enfance en Afrique et je suis arrivée en France, j'avais 8 ans. Mais cette petite enfance en Afrique m'a énormément marquée, donc je me sens toujours africaine quelque part et plus particulièrement camerounaise. Et d'ailleurs, j'ai découvert que toi aussi, mais on en parlera après. Mais oui, on est des compatriotes. Oui. Mais j'ai grandi en France et j'ai passé quasiment 25 ans ici avant de retourner pour la première fois au Cameroun. Donc j'étais complètement larguée. Et en fait, c'est vraiment une vraie double culture marquée par ma petite enfance en Afrique. Mais j'ai aussi vraiment été noyée dans le jus européen. Donc, je suis vraiment une vraie afropéenne. Je trouve que ce terme me définit très bien. Et toi ? Écoute, moi, c'est un terme que j'ai découvert il y a, je dirais, 8 mois, très franchement. Oui, j'ai découvert il y a 8 mois avec une femme que j'adore depuis, Léonora Miano. Tu vois, l'écrivaine camerounaise, vraiment que j'adore. Depuis, je n'arrête pas de lire tout ce que je peux d'elle. Et en remontant un tout petit peu dans la recherche de ce terme, j'ai vu qu'il avait été inventé par une chanteuse belge, Zap Mama. Et donc du coup, je me suis sentie encore plus proche du terme parce que moi-même, je suis afro-belge. En tout cas, c'est comme ça que je me définis. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai appelé ce podcast afropéenne. Il y avait d'autres mots qui m'étaient venus à l'esprit. Et je trouvais que c'était quelque chose qui rassemblait un peu tout ce que j'étais. Donc voilà, comme ça tu sais aussi pour moi. Alors, revenons sur toi, parce que tu m'intéresses beaucoup. Avant de venir sur ce que j'ai noté, est-ce que tu peux juste me parler un tout petit peu de ton enfance? Tu nous as déjà expliqué que tu es né au Cameroun, tu as grandi un tout petit peu là-bas, puis tu es venu. Donc moi, j'aime bien tout savoir un peu comment les gens en arrivent à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je sais que l'enfance est déterminante. Donc, comment est-ce que ça se passe, cette enfance au Cameroun et après ici? Écoute, mon enfance, c'est vrai que ça fait toujours bizarre. Je ne suis pas encore habituée à parler autant de moi, même si pourtant, en fluence, là, vraiment, je me livre trop. Des fois, je repasse sur mes posts, là, je me dis « Ah, tu as écrit ça ?» Bref. Oui, si, donc, tu as écrit.
Mon enfance, je l'ai passée au Cameroun. Moi, je dirais pas que j'ai eu une enfance heureuse ou facile. Je n'ai pas non plus une enfance malheureuse, mais je trouve que j'ai eu une enfance difficile. D'autant plus que maintenant, en Europe et plus particulièrement en France, j'ai tendance à côtoyer des gens qui viennent d'un milieu privilégié. Je suis ce qu'on appelle une transclasse ou j'allais dire transgenre, pardon. Je couperai ça au montage. Attends, on veut tout savoir, nous, ici, hein, donc dis. Non, mais je crois qu'on appelle transfuge de classe. Il y a un terme, en fait, que j'ai plus du tout sur le bout de la langue, mais que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je connaissais pas. Qui traduit, en fait, les enfants qui passent d'une CSP, d'une certaine catégorie socio-professionnelle à une autre catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que moi, je viens d'une CSP moins. Ma mère, même si elle était en Afrique, elle était fonctionnaire, elle avait un travail, elle avait acheté sa maison. En fait, on n'était pas si pauvres, mais on était quand même pauvres en fait par rapport à l'endroit où on vivait. Et quand en fait on est venu en France, on est venu dans un quartier donc en Normandie qui était un quartier, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. On vivait dans une cité HLM, j'allais dans un collège de ZEP. Et tu sais, quand tu es tout petit, vous êtes tous pauvres, tout ça, tu t'en rends pas forcément compte. Tu vois ce qui te manque, mais t'as pas d'outil de comparaison en fait. Et tu te rends pas compte de toutes les lacunes, on va dire, que tu accumules au fur et à mesure du temps. Et mon enfance en Afrique, c'était aussi un peu ça, dans le sens où ma mère, elle était célibataire, elle était là, elle se battait pour trouver l'argent, pour essayer de s'en sortir. Et après, elle a même fini par trouver un mari, donc elle était censée avoir réussi son mariage. Mais il faut croire que ma mère a autant la poisse que moi, c'est-à-dire que dès qu'elle est venue rejoindre son mari en France, ça n'a pas duré, le gars, il a dit dehors, toi, casse-toi, bref. Et en fait, du coup, pendant tout ce temps-là, moi, j'étais en Afrique avec certains membres de ma famille, mais voilà, c'est pas forcément des gens qui avaient l'habitude de s'occuper d'enfants d'un jeune âge. J'étais un peu livrée à moi-même. Et ça a été une enfance pendant 1 an où je me suis retrouvée seule à me débrouiller alors que j'avais 7 ans, 8 ans. Et en fait, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré, je crois, 1 an. Mais en fait, je me suis rendu compte que après cette année-là, quand je suis venue en France, j'avais gardé des séquelles et des traumatismes que en fait, je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à ce que je devienne maintenant influenceuse. C'est-à-dire que j'ai tellement développé des stratégies pour survivre, pour m'enrichir, pour réussir tel truc. J'ai un problème, je passe par la porte est fermée, je passe par la fenêtre, la fenêtre est fermée, je passe par le trou de la serrure, je lâche jamais rien. Je me suis rendu compte que c'était des stratégies de survie en fait, tu vois. Que tu as développé enfant. Oui, c'est ça que j'ai développé enfant et que je pense même avoir développé à cette période-là. Et que, en fait, moi, ça marche bien, ça a très bien marché pour ma vie. Franchement, je kiffais bien ma life. Mais après, quand tu commences à évoluer et que tu commences à rentrer dans d'autres catégories socio-professionnelles, à avoir d'autres amis qui sont ingénieurs, qui sont CEO, qui sont qui ont réussi et qui n'ont pas eu tous ces problèmes, déjà, le mindset, il n'est pas pareil, tu vois. Dès qu'il y a un problème, moi, je suis là, non, on ne va pas lâcher, on continue. Les gens, ils sont là, mais pourquoi tu t'épuises? Et moi, je suis là, pourquoi je m'épuise? Non, on va lâcher en fait. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que en fait mon enfance m'a beaucoup été utile, on va dire, pour avoir un mindset de nana qui lâche jamais rien, qui se bat, qui peu importe les problèmes va toujours trouver une solution pour les surmonter. Mais maintenant que je suis dans une situation, on va dire, où c'est plus ou moins confortable, des fois j'ai des batailles, vraiment. Tu es en mode survie alors que c'est pas nécessaire. C'est ça. Mais complètement, il n'y a pas de survie, il n'y a plus personne qui va mourir, tu vois. Et c'est de se dire que maintenant, je suis en train de m'adapter à ce nouvel écosystème. Et en plus, maintenant que je suis influenceuse, c'est pareil, parce qu'on a dû refaire ce podcast. Je suis quelqu'un de nature peinture. Mais en fait, quand tu es influenceuse, tu dois filtrer. Il n'y a pas de peinture ni de nature. Tu es censé faire attention à ce que tu racontes. Donc, du coup, maintenant, tu es une personnalité publique, hein. Attends, s'il te plaît, ne sois pas modeste. Non, et puis en plus, même cette histoire-là, j'ai vu tellement de gens prendre la grosse tête et tout. Tu me parlais de mantra à un moment. Vraiment, le mantra qui, pour moi, le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, je dois rester humble, je dois rester simple. Et ça, c'est le mantra de Oprah Winfrey qui dit que tous ceux qui t'ont vu monter vont aussi te voir redescendre. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Moi, je fais des chutes. Moi, je tombe. Donc, franchement, il faut que les gens ils sont prêts à me réceptionner. Déjà, il est trop gonflé là, c'est pas possible, tu vois.
Donc voilà un peu sur mon enfance. Ok, ah non mais c'est sympa. Mais quand tu arrives ici, quel est ton parcours? Parce que tu vas nous parler de ton métier plus tard, mais quand tu arrives en France, est-ce que tu peux nous dire un peu quel chemin tu empruntes pour en arriver à faire les études que tu fais au final? Ah oui, bah écoute, moi j'étais un enfant, je suis une enfant particulière, c'est-à-dire que je suis une hyperactive. Il y en a ici en France, pour certains enfants, on leur donne des médicaments, tu vois, mais en Afrique, bon, comme c'était pas, voilà, on savait juste que j'étais une fille agitée, et d'ailleurs, je me souviens à la naissance, le médecin il avait dit à ma mère, ce garçon sera très vigoureux, et quand on a retourné, on a dit, ah, c'est une fille, bon, courage. Et ben c'était un peu ça, tu vois. Et quand j'étais très petite, bah, je bougeais beaucoup, je courais partout. Et en fait, l'adaptation déjà à l'école française a été très difficile. C'est-à-dire que j'avais l'accent camerounais, j'étais en Normandie, j'étais la seule petite fille noire. Parce qu'en plus, ma petite sœur, elle est métisse. J'étais l'une des seules petites filles noires de l'école primaire. Les gens, ils venaient toucher mes cheveux. Je me sentais rejetée et exclue, tu vois. Et Oui. pas... Ouais, pas comprise. Franchement, je suis contente d'avoir grandi parce que vraiment, l'enfance, là, c'était pas ça. Et la scolarité non plus parce que bah, quand tu es hyperactive, tu as beaucoup d'énergie. Tu vois, tu peux faire plein de choses. Moi, en tant qu'influenceuse, je publie de ouf. Les gens, ils sont là, mais Je comment confirme. tu fais? Mais, c'est parce que, en fait, je suis hyperactive. C'est en fait, j'ai pris un défaut ou un problème naturel que j'en ai et je l'ai transformé en force, tu vois. Mais bah, ça va avec des difficultés, c'est-à-dire ça va avec des difficultés de concentration, ça va avec des difficultés physiques, c'est-à-dire que moi là je suis assise 20 minutes, au bout de 20 minutes je vais commencer à gigoter, à trembler, tu vois. Et en fait, bah, quand j'étais petite, je savais pas tout ça, je voyais juste que je n'arrêtais pas de m'agiter là et qu'en plus il fallait pas s'agiter, tu vois, c'était pas bien, tous les autres enfants ils restaient calmes. Et ça a été bah, pendant la première partie de ma vie bah, des difficultés scolaires, c'était vraiment, je comprenais pas. Et d'ailleurs, mes difficultés, je les ai jamais lâchées. Hein, c'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup de mal en grammaire. Pourtant, j'ai fait une prépa, on m'a fait bouffer le pécherel, le larousse, je l'ai épousé, j'ai bu, j'ai mangé. C'est pas rentré, j'ai essayé, mais bon, bref. Et donc, déjà, depuis l'époque, il y avait le décalage de l'Afrique parce que j'avais en plus pas vraiment été scolarisée pendant 1 an. En plus de ça, j'avais du mal à me concentrer. Et donc, en fait, j'étais toujours parmi bah, les moins bons hein, ou alors les moyens. Mais j'ai jamais vraiment... école primaire et collège, j'ai jamais vraiment brillé par des performances. C'est dingue. Et tu en arrives quand même à faire une prépa avec tout ça. C'est oui, fou, hein? mais j'ai même eu mon bac avec mention. J'ai raté la mention bien de peu. C'était à cause des maths. Parce que ta cour, elle est dyscalculique. Tous les jours, on est là, on parle d'argent. Dyscalculique et du fini bancaire. Ouais, attends, il faut vraiment ça. que tu nous racontes tout ça. Mais c'est vraiment ça, c'est de se dire que tu as des défauts, tu as des handicaps, mais ça t'arrête pas en fait. On lâche pas. Tu es toujours dans le délire de, voilà, on met une sardine, on essaye de se débattre dans l'eau, on esquive les requins, mais voilà, tu vois. Et non, mais j'en rigole, mais c'est vrai que quand j'étais petite, c'était vraiment compliqué. J'avais du mal. Les tables de multiplication, je les ai jamais, c'est jamais rentré. Les règles de grammaire, c'était difficile. Mais par contre, quand j'arrivais à me concentrer, je captais et donc résultat mais c'était le comportement, l'agitation à un tel point que j'ai redoublé. Quand j'ai redoublé, ma mère déjà qui avait du mal, ma fille, pourquoi t'es comme ça, les autres ils sont comme ci, mais toi, et puis toi, bref, quand j'ai redoublé, elle a dit bon, on va prier, puis vraiment que la vie fasse de toi ce qu'elle veut, je suis ta mère, mais vraiment elle a lâché l'affaire, tu vois, il n'y avait plus d'espoir, il y a ces autres enfants qui sont assez simples, assez brillants et tout, et puis il y a Vanessa. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'étais un peu le mouton noir de la famille, en retard, agité, qui a redoublé, qui sait pas où elle va, tout ça. Mais j'avais une force de caractère qui était de telle sorte qu'on pouvait rien me dire, en fait. Je faisais plus ou moins ce que je voulais. Et en plus, comme on avait un peu, genre, give up, ma mère, elle avait un peu abandonné, elle était plus là en train de me casser les pieds, ça te donne une liberté, en fait. Et en plus, j'aimais rêver, j'aimais beaucoup lire, les bouquins, les romans d'amour, les bouquins historiques. Et donc, en fait, j'avais une forme de monde parallèle, comme ça, qui me permettait de m'évader. Et qui me permettait surtout de continuer à pas trop écouter en cours et à m'évader dans ma rêverie jusqu'au jour où ma sœur, en fait, elle a eu son bac et elle a eu un appartement
Je me souviens, vraiment, c'est vraiment le moteur, mais vraiment. Elle a eu son bac, elle a eu son appartement, et moi, je rêvais de liberté. Et comme je ne pouvais pas avoir la liberté physique et corporelle parce que j'étais très jeune, j'avais une forme de maturité très jeune. C'est-à-dire qu'en termes de réflexion, je n'ai jamais vraiment trop changé. Tu vois, j'ai acquis des choses, mais je reste une femme enfant. D'ailleurs, ça choque toujours les gens, genre, mais elle, là, elle ne change pas, non. Et en fait, le truc, c'est que je rêvais de liberté, mais comme j'étais contrainte physiquement parce que j'étais mineure, que j'étais petite, tout, la liberté, c'était dans ma tête. Sauf que là, j'ai compris que bac égale appartement, égale liberté, il y a moyen de moyenner. Ah, c'était fini! C'était fini! Là, j'allais à l'école, il n'y avait plus besoin de menaces, il n'y avait plus de trucs. Je savais où j'allais, je savais ce que je devais Objectif. faire. Objectif, là, j'avais plus le temps. Je te dis que là, moi-même, j'avais mon réveil. Enfin, tous les trucs où ma mère a galéré, dès que j'ai compris appartement, liberté, argent, c'était fini, en fait. Et c'est de se dire aussi que des fois, moi, j'ai des amis qui ont des enfants qui sont hyper actifs et elles sont en mode elles paniquent, tu vois. Ben, moi, je leur dis juste que des fois, donne-lui un but. S'il veut être riche, tu vois, donne-lui un but. Parce que moi, c'est vraiment ça qui, à l'âge de 14 ans, dès que j'ai compris que l'école était un moyen pour avoir ma liberté, parce que j'avais pas de why, pourquoi on fait les choses? Je vais à l'école, mais pourquoi? À partir du moment où je comprenais pas pourquoi, moi je rêvais dans ma tête et je dormais. À partir du moment où j'ai compris que école égale liberté égale argent, c'est bon, c'était réglé. Ouais. Et donc c'est comme ça que tu as démarré, que tu as été jusqu'au bac avec mention. Félicitations, madame. Et comment tu arrives dans une prépa? Parce que la prépa, c'est pas un truc hyper connu. Tu sais, en France, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc hyper select d'entrer dans une prépa. En fait, ça, c'est un peu ce que j'expliquais dans le podcast de Johanna. C'est-à-dire que moi, je venais d'un collège très, très pauvre et on était tous plus ou moins nuls. Même moi, là, quand j'avais compris que l'école, c'était important, j'avais pas forcément une vision de moi comme une élève hyper brillante. Tu vois, je savais que j'étais pas bête, mais je me disais pas que j'avais le level pour aller dans le meilleur lycée de Normandie parce que c'était mon lycée de secteur. Donc, j'avais fait des dérogations, j'avais signé pour aller faire du russe. J'avais des stratégies pour m'échapper de ce truc. Et en fait, avec ma mère, finalement, on avait trouvé un deal parce que moi, mon truc, c'était la liberté. Donc, j'avais dealé que j'allais partir dans un lycée où j'allais faire du russe et j'allais être en internat et c'était fini, je l'avais plus dans les pattes, je vivais ma life et en fait, finalement, elle a passé un concours et en fait, elle a trouvé un appartement à Paris. Et elle a trouvé un boulot à Paris, plutôt, elle n'avait pas d'appartement malheureusement. Et en fait, elle ne pouvait pas nous emmener avec elle, on allait être avec elle que les vacances. Donc, on vivait avec elle à Paris, elle avait acheté une petite chambre de bonne, là, on vivait à 3 dans 7 mètres carrés, c'était un truc de ouf. Mais c'était avec elle pendant les vacances. Et pendant l'année scolaire, elle m'a dit, tu veux de la liberté, je pars. Donc, t'as plus besoin d'aller faire du russe, on sait pas où, et dormir dans des endroits mystiques. Je suis plus là. Donc, tu auras ta liberté. Et c'est vraiment comme ça que le deal, il a été signé. Et en fait, elle est partie se débrouiller à Paris et vivait une vie vraiment très difficile. Et moi, par contre, je devais tenir mes engagements, c'est-à-dire réussir mon lycée et avoir mon bac. Et à l'époque, c'était faire quelque chose pour avoir de l'argent. Et si possible, dans la finance internationale. À l'origine, c'était vraiment ça le deal. Après, arrivé là-bas, ça c'est ce que j'expliquais dans le podcast de Johanna, je me suis retrouvée avec des étudiants, mais mon Dieu, des gens brillants, des enfants de médecins. Je me souviens, mon délégué, le mec il parlait, j'avais 16 ans, je crois qu'il en avait 15, il parlait, je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte lui, c'est quoi ces mots, pourtant je lis, et en fait après j'ai compris plus tard parce que le mec c'était le fils de mes professeurs de prépa, mes professeurs de culture générale. Parce que en prépa, tu as des cours de culture générale. Et en fait, ces profs-là, monsieur prof de culture G, madame prof de culture G, tous les deux docteurs en lettres, doctorat. Non, mais tu vois le niveau. Ils ont fait un bébé et ce bébé, c'était ce mec-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait? Le level, il est trop élevé. On était là, on sortait de l'Afrique, on se bat et tout. Et tu te retrouves avec un fils de docteur en lettres qui te parle de battre. Et c'était que des gens comme ça. Et j'étais là en train de me dire, mais Vanessa, tu vas jamais... Comment on va faire? Comment on va faire? Et en fait, j'ai vraiment travaillé comme dingue. Et c'est de là, en fait, que j'ai tiré
ma force de travail. Ok. C'est-à-dire que là, maintenant, en tant qu'influenceuse, je publie tous les jours, mais parce que moi, je suis une athlète du travail. Je travaille de 5 heures jusqu'à midi et il y a beaucoup les problématiques de burn-out parce que j'en ai fait un petit l'année dernière et je sais maintenant que voilà, il n'y a pas que le travail dans la vie, il faut aussi se ménager des moments de bonheur. Mais voilà, ce côté très très bosseuse, ça vient de cette époque-là parce que j'avais des difficultés scolaires. Et pour la prépa, en fait, je m'accrochais aux gens, tu vois, j'étais en mode, bon, on se connaît pas, mais bon, on peut faire connaissance et puis être amis. Et quand tu te retrouves à t'accrocher à ces gens-là qui, eux, viennent de bonnes familles, ont des ambitions de dingue, tu les écoutes, moi je veux faire Sciences Po, moi une école de commerce, moi ci, moi ça, et on te regarde, toi-même, il faut que tu dises quelque chose. Tu dis, oui, moi aussi, comme toi. Et lui, mais moi c'est prépa. Ah oui, moi aussi. Enfin, tu vois, c'était vraiment ce genre de choses. Je savais pas ce que c'était que la prépa, mais comme tous mes amis, et que je faisais partie des meilleurs élèves, surtout en première et en terminale, ils faisaient prépa. Franchement, je me suis pas spécialement posé de questions. Je me suis dit, c'est là-bas que le bonheur est. C'est sûr, on sait pas il y a quoi. Mais si c'est à refaire... Suivant la foule. Je l'aurais pas refait. Si c'est à refaire, non. je refais un... Tu n'aurais pas fait... Allez. Non, j'aurais pas refait parce que après il y a aussi beaucoup une question d'égo, tu vois, c'est des enfants de riches qui font des études pour les privilégiés et même si j'aime bien, on va dire, les éléments de joute intellectuelle, tu vois, histoire de parler un peu français, je suis une go du terrain, moi je suis dans l'opérationnel, donc moi j'aurais voulu faire en fait un DUT, faire de la comptabilité directe en fait, et ça m'aurait pas empêché d'aller plus loin. Tu penses? Parce que moi, j'ai l'impression, bon, il y a toujours l'ascenseur social, tout ce qu'on veut, mais j'ai l'impression que le moyen d'y arriver, tu vois, tous les gens qui font de l'audit, qui sont à KPMG, ils sont tous fait prépa, tous fait école de commerce. Enfin, on a l'impression que c'est la voie royale. Donc, quand je t'écoute me dire que tu l'aurais pas refait, je suis choquée. Mais oui, mais parce que c'est ça. Mais parce qu'en fait, moi, et encore plus dans le business de l'argent, je suis dans un truc, c'est dirty. L'argent, c'est dirty. Personne ne veut en parler. Tout le monde en a besoin. Tout le monde s'en sert. Mais on ne met pas le nez dedans. Et c'est en fait de se dire que quand tu prends du recul, il y a ce que la société te véhicule. Oui, la prépa, l'école de commerce ou l'école d'ingénieur, c'est la voie royale. C'est vrai. Mais c'est aussi de se dire que si tu analyses les travaux de Bourdieu, il y a une forme de déterminisme social qui fait que quand des fois, par exemple, moi, je vais me battre sur un terrain sur lequel je ne suis pas le plus à l'aise, ça va être un peu plus difficile, tu vois. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver. J'ai trouvé une école de commerce, j'ai fait mes masters, franchement, ça va, je kiffe ma life. Mais les terrains sur lesquels j'aurais été le plus à l'aise, ça aurait été l'opérationnel, parce qu'in fine, tu es vraiment brillant quand c'est quelque chose qui te passionne. Oui, moi, les équations à 3 inconnues, là, les cours de culture générale, tu en vois là, la philosophie, bon, maintenant, je m'en sers parce que je lis beaucoup de philosophie, mais quand on voit dans la vie de tous les jours, tout ce que tu apprends dans une culture, un métier technique, si tu es bon dans ça, parce que moi, c'est des choses qui me plaisent, si tu es bon dans ça, tu peux tout autant briller. Et en fait, c'est aussi de penser à la phrase d'Einstein. Si tu as un poisson et que tu te compares avec un singe qui monte sur un arbre, tu penseras toute ta vie que tu es nul. Et moi, c'est vrai que j'étais beaucoup sur ces trucs de aller là où je ne suis pas forcément le plus à l'aise, là où maintenant je suis plus en train de me dire c'est quoi tes zones de génie, c'est quoi tes zones de compétences, et focus sur ça en fait, laisse tomber. Ouais, moi je sais pas. Moi j'ai toujours cette impression qu'il faut pousser. Tu vois, par exemple, tu me dis, attends, tu cites du Bourdieu, tu lis de la philo, tu penses que tu aurais fait. Bon, j'ai pas envie de dire un truc qui est pas sympa, mais tu vois, tu aurais fait. Je vais répondre à ta question sur que tu la poses. Et en fait, le truc, c'est que, en effet, quand tu côtoies des familles ou des étudiants qui sont, entre guillemets, brillants, toi aussi, ça élève le niveau. Après, c'est aussi de se dire que, même si. Je suis naturellement curieuse. Tu vois, et je ne suis pas certaine que je n'aurais pas eu cette appétence-là pour la philosophie, pour la sociologie, si je n'avais pas fait une prépa. Parce qu'in fine, en prépa, en plus, on te donne des bouquins de littérature. Je les ai jamais lus. Parce qu'ils ne m'intéressaient même pas, en fait. Tu vois, je m'intéresse vraiment. Mais tu as été au contact, ça t'a ouvert l'esprit. Mais c'est vrai, c'est possible. Mais vraiment, mais c'est aussi de se dire que, certes, j'ai été jusqu'au bout et j'entends ce que tu dis et tu n'as pas tort, mais mon message, il est aussi beaucoup pour ceux qui n'y arrivent pas. Parce que moi, dans ma foi, il y en avait qui abandonnaient. Et c'est de se dire que tu peux c'est pas parce que tu n'y arrives pas ou parce que tu n'es pas à l'aise. Moi, je force. C'est ce que je te dis, on est dans les bagarres des fois inutiles. Et des fois, c'est de se dire que si c'est pas
ta zone de génie ou là où tu es le plus à l'aise, c'est pas forcément là où tu vas te sentir le mieux. Ah Et oui, là, on est peut-être d'accord. tu vois, c'était plus ça, ce message, que de te dire la prépa c'est pas bien. Non, la prépa c'est La bien. prépa, c'est bien, oui, 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 moi je pense que c'est bien. Mais comme tu dis, il faut vraiment parfois, trouver sa zone de confort. Non, pas de confort, sa zone de génie. Sa zone de c'est génie. ça. Mais ce qui me fait peur, c'est parfois les gens se limitent en disant oui, j'y arrive pas, donc basta, on arrête. Alors qu'en fait, parfois c'est plus de travail, du temps aussi. Ce que tu n'arrives pas à faire à 20 ans, peut-être qu'à 30, tu pourras le faire. Il y a des gens qui travaillent et puis après ils reprennent leurs études. Ils sont excellents. Mais bon, c'est Non, mais c'est tu as personnel. raison. Et puis même, c'est bien que l'on on creuse ce truc parce qu'en fait, il n'y a pas de raison ou tort. C'est de se Oui, dire c'est que ça. ça dépend des gens et Il faut que s'écouter. des fois, et c'est ça. Et puis moi, je suis en plein dedans, mais vraiment, c'est-à-dire dans ma vie personnelle, là, il y a trop de changements. Et c'est de se dire, Vanessa, qu'est-ce que tu poursuis ou tu forces et qu'est-ce que tu te dis non, qu'est-ce que tu dois faire pour être bien en fait. Ouais. Et c'est pas évident, tu vois. Vraiment là, pas. maintenant, je te dis, bon, avec le recul, j'aurais pas refait, mais mine de rien, là, maintenant, là, est-ce que je suis pas encore en train de forcer? C'est vraiment une réflexion. Oui, oui, oui. Et c'est un travail, je pense, de toute une vie. Hein. Tu dois tout le temps réajuster et avoir beaucoup de chance d'être bien entouré de personnes qui te disent ouais, non, là tu déconnes ou vas-y, 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 on te soutient. Tout ça, ça compte. Mais je pense que c'est toute la vie, il faut réajuster. Tu vois, la petite machine en disant là, je suis au bon endroit ou je n'y suis plus et je change. Mais bon, merci, tu nous as bien aidés. Alors, raconte-nous comment tu deviens une banquière, parce que on va tout doucement monter en grade. Comment tu deviens une banquière? Ben écoute, comment je suis devenue une banquière? Moi, je rêvais de travailler dans la finance internationale, mais voilà, Vanessa était pauvre, donc elle a fait une école de commerce dans ses moyens, c'est-à-dire gratuit. et donc, en fonction de ça, tu n'as pas non plus les mêmes opportunités que quelqu'un qui a fait HEC. Et après, il y avait aussi le côté humain. Moi, j'identifiais très bien mon conseiller. Je trouvais que c'était un métier dans lequel tu voyais les gens, tu pouvais être proche d'eux, tu pouvais vraiment avoir une forme de proximité et en même temps tu touchais à l'argent et tu pouvais faire carrière, donc quelque chose qui me semblait prestigieux. À l'époque, c'était la banque, donc c'est vraiment comme ça que j'ai fait ma prépa et j'ai fait mon école de commerce et j'avais même des belles opportunités en école de commerce. J'avais des opportunités déjà dans l'informatique, c'est-à-dire que l'informatique, j'avais déjà été sélectionnée par de belles boîtes que j'ai quitté pour retourner en apprentissage en banque, en fait, tu vois, dans des apprentissages même qui étaient moins bien payés, dans des agences de province, mais parce que pour moi, c'était vraiment l'aspect bancaire et financier qui était hyper important et que je voulais faire. Après, j'ai fait une alternance en banque qui était plus ou moins difficile, mais que j'ai fini par avoir. C'était pas vraiment difficile par l'aspect technique des cours, mais c'était plus difficile parce que j'étais en province, j'étais loin de ma famille. L'agence dans laquelle je travaillais, c'était des picards. Là, en termes de mindset, c'était difficile pour moi de comprendre un peu la mentalité. Mais finalement, le mindset, les diplômes se sont faits, le master, je l'ai eu, j'ai réussi tous les trucs. Je me souviens même, le jour où j'ai dû soutenir, je me souviens, le 13 juillet, j'ai soutenu. Le 14, j'étais dans la voiture, j'avais déjà quitté la ville. J'avais déjà tout laissé, je voulais me barrer. Et je m'étais dit, c'est fini la province, c'est fini les petites villes. On va chercher le monnaie uniquement dans les grandes villes. Paris, on va. Ok. Et donc tu fais une carrière comme banquière quand même? Oui. Après l'alternance, donc j'étais CC Pro. Après, je suis passée conseiller financier dans une banque d'investissement, filiale de BNP. Je voulais un CDI, J'avais déjà, à l'époque, j'étais en mode j'ai 25 ans, il faut que je me marie, il faut que j'achète. Donc ça commence d'abord par le CDI. Tu peux pas commencer à te dire que tu cherches quelque chose alors que tu es là comme ça, t'as pas d'emploi, t'as pas d'argent, t'as pas de revenus, non. Donc du coup, je voulais un CDI, j'ai eu mon CDI. À l'époque, je vivais dans un appartement grâce à l'aide de mes parents. D'ailleurs, c'était l'appartement de ma mère. Elle n'était pas propriétaire, mais c'était un appartement qui était à son nom, donc je vivais chez elle. Mais je payais quand même un loyer. Hein. Tu connais les parents africains, on n'est pas là comme ça là, pour t'héberger dans l'amour du prochain et puis l'amour du Christ. Non, tu payes tes factures. Et donc, ça responsabilise aussi. Hein. Oui, ma mère, elle m'a responsabilisée depuis l'âge de 16 ans. Là, elle était là, tu dois te débrouiller. Et c'est vrai que c'est bien parce que je suis vraiment j'étais autonome très, très rapidement.
Et donc après, j'ai travaillé en tant que banquière pendant 3 ans. Et c'est marrant parce que là, j'étais vraiment dans ma carrière. Là, j'avais trouvé un CDI dans une grande agence. J'avais pas forcément tout ce que je voulais en termes de statut, en termes de reconnaissance, mais j'avais quand même un bon poste. J'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour que je puisse m'épanouir. Et en plus, et là, je me mets en couple avec un mec qui gagne super bien sa vie. Et là, je me dis, mais ta vie est crainte. T'es pauvre, ça va pas, il n'y a rien qui va. Lui, il est là comme ça, il palpe les billets, toi, tu souffres et tout. Et c'était trop abusé parce que je me disais, mais ça fait 10 ans que je me bats. On est là comme ça, on lutte tous les jours, on apprend, on étudie, on passe un concours, on fait une école, on fait l'apprentissage, on déménage, on redéménage. Bref, et t'arrives comme ça maintenant où t'es censé kiffer trop ta life, ça va pas, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es pas heureuse? Et c'est là que... Et après, il y avait l'informatique, la nouveauté. Je me souviens que même en tant que banquière, je faisais plein de screenshots, je faisais déjà des to-do digitales en fait. Je faisais pas j'avais pas une manière de travailler classique. Et en fait, c'était déjà l'appel de l'IT qui m'appelait et je m'en rendais pas compte. Et là, donc, quand j'ai voulu me reconvertir, j'ai essayé plein de choses. J'ai voulu être vendeuse, je me suis fait jeter par tous les magasins de Paris. Tu as voulu être vendeuse? Oui, mais oui, on est dans Confession Intime. Non, j'étais là, oui, j'aime bien la mode. À l'époque, je croyais que j'avais un petit style. Maintenant, j'ai compris que non, vraiment, bon, voilà, on est là comme ça, on s'habille comme on peut. Mais j'essayais d'être féminine, tu vois. Donc, j'ai postulé dans les magasins. Ils ont dit non, toi, là, il y a trop de banques, ça ne nous intéresse pas. Les magasins de luxe ou quoi? Mais pas, j'ai postulé, je me suis fait chasser par Zara, même dans les magasins normaux. En plus, j'étais là. Non, mais j'étais complètement à l'ouest. Je demandais des salaires de ouf et tout. Je sais pas, je voulais être directement directrice de magasin. Vraiment, non, mais je me suis cherchée quand même. Bref, quoi qu'il en soit, comme ça n'a pas marché, je me suis dit, j'aimais bien aussi le développement informatique. J'ai commencé à coder un petit peu à la maison. J'avais créé un blog, j'ai créé plein de trucs. Et je me suis dit, bon, comme le style, ça marche pas, le make-up, tout ça, ça marche pas. Bon, ben, l'informatique, peut-être que tu peux essayer. Et là, pour le coup, je me suis lancée vraiment à fond. J'ai démissionné, j'ai repris mes études, j'ai passé un BTS, après j'ai fait une formation niveau master et c'était facile parce que en fait là c'est vraiment focus sur la programmation. Comme on part du principe que tu as déjà un bac plus 2, tu as déjà un bac plus 5, on ne va t'évaluer que sur les matières de programmation et les langages que tu étudies. Et comme moi je suis une bûcheuse, une forceuse de l'univers, j'ai bûché, j'ai forcé, j'ai passé et non, j'ai eu du travail et c'était pas facile. C'était pas facile au début parce que t'arrives, c'est que des mecs qui sont très machos, ils ont un peu leur ego, faut trouver ta place. Et puis moi, je suis un peu en mode. Au milieu de geek. Pas mon enfant. Oui, c'est ça. Et je suis pas geek. Moi, je les appelle les bébés IT. Je suis pas un bébé IT. Donc, ça a à la fois des avantages parce que du coup, j'apporte une vision qui est très différente. J'ai une manière de bosser, de voir les choses, de communiquer, de faire les trucs qui est hyper différente. Mais en même temps, des fois, je suis obligée de faire un rattrapage des bases, tu vois. Mais maintenant, ça fait 7 ans que je suis dans le métier, j'ai évolué, ça se passe super bien. Je suis même à mon compte et chez mes clients, ça se passe bien. Donc, aucun problème. Même en IT, t'es pas dans une boîte, t'es toujours à ton compte en tant qu'IT. C'est surtout en IT que maintenant je suis à mon compte. D'accord. Avant, j'étais en CDI, mais maintenant en tant que freelance, je suis vraiment à mon compte. Je négocie mes tarifs. Après, tu passes par des intermédiaires, mais je suis totalement autonome et j'aime ma liberté. Ah bah tu m'étonnes. Tu vas nous expliquer ça encore tout à l'heure. Donc, on a déjà fait la banque, on a fait l'IT, faisons l'influence. Maintenant, comment est-ce que tu deviens influenceuse? Ah, vraiment, moi-même, je sais pas, ma chérie. Chaque fois qu'on me pose cette question, je suis là comme ça. On est en train de chercher des coachings pour se faire accompagner, pour avoir les prises de position, les prises de parole, le bon truc. Non, moi, je suis devenue influenceuse parce que je pense que, j'aime les gens. J'aime vraiment les gens. Je suis vraiment quelqu'un qui aime les gens, qui aime trop les gens, même plus qu'elle ne s'aime elle-même. C'est vraiment tout un travail. Maintenant, on est là, on se donne de l'amour, on fait l'estime de soi, tout ça, les incantations, les méditations, les trucs. Non, mais oui, d'ailleurs, il faut faire attention avec mes histoires d'incantation parce que les gens ils vont me dire oui, elle fait des trucs bizarres. Mais non, c'est vraiment, tu fais des affirmations positives pour te dire oui, je vais y arriver, je veux faire ça, c'est ça que je veux, je visualise. Mais ça, c'est pareil, ça vient pas de mon milieu d'origine. Ma mère, visualisation, laisse tomber. C'est de se dire que maintenant, je suis dans un univers où étant donné que je veux croître et que c'est pas un univers de base, et même en termes d'écosystème, j'ai pas de proches, je connais pas de gens qui font ça, tu vois. Tu parlais d'environnement tout à l'heure, c'est maintenant que j'ai réalisé que j'ai un réseau, j'ai même un réseau qui est puissant et fort. Je savais pas. J'étais là comme ça et c'est juste parce que j'aime les gens.
Et en fait, les gens, ils te le rendent. Quand tu aimes les gens, quand tu veux rendre des services, je me suis retrouvée influenceuse tout simplement parce que j'avais envie de dire à des femmes qui s'en sortaient pas avec leur argent, leur donner des petits conseils, dans des endroits même cachés. Je faisais des petites conférences, j'allais sur Clubhouse, je faisais des petits lives où il y avait 2-3 personnes qui m'écoutaient, mais j'étais tellement contente. Je me disais, j'ai aidé une femme, je vais pouvoir dormir bien, j'ai fait une bonne action. Et après, il y a aussi le truc que tu sais, mon père, il est pasteur, donc on est toujours on va aider son prochain, on va essayer de... Tu vois, j'étais beaucoup dans ce truc-là. Et en fait, après, j'ai été repérée par mon ex-associé. Par mon ex-associé qui m'a proposé de professionnaliser le truc. Mais je faisais déjà ça, en fait, tu vois. Mais elle m'a dit, non, on va professionnaliser le truc, on va faire un business, on va faire des statuts, tout ça, tout ça. Et j'étais partante parce que moi, c'était pas... Elle avait monté des startups, elle avait plein d'expérience sur ce sujet-là. Moi, je suis une experte de mes connaissances financières, bancaires, gestion de l'argent et tout. Mais tout ce qui est environnement startup, j'avais fait The Family Lyon, mais c'était même une école pour les employés. Je connaissais pas toutes ces histoires de... comment tu gères tes statuts entre associés, ça c'était son expertise, c'était pas la mienne. Et j'étais contente d'être avec une femme qui me ressemble, qui pouvait me comprendre, parce que je me sentais sécure. Et je le dis toujours, moi je bosse avec des gens, pour des gens. Pas pour faire quelque chose, pas pour de l'argent. En vrai, je m'en fous. Je veux, c'est toi, je t'aime bien, je bosse avec toi. Parce que je sais que là où tu vas m'emmener, ça correspond à là où moi-même j'ai envie d'aller, en fait, tu vois. Et ça a toujours été comme ça que je fonctionnais. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvée sur Instagram à faire des posts. Tu vois, c'était vraiment, on me disait va à gauche, ben j'allais à gauche. On me disait va à droite, j'allais à droite. Et après, le truc, c'est que toute seule, maintenant que je suis toute seule, je sais faire ça. Je suis complètement autonome. J'avais déjà plusieurs entreprises avant même qu'on s'associe. Mais il ne peut pas y avoir deux poules ou deux coqs dans une basse-course, comme j'aime bien le dire. Donc, pour moi, en termes de business, ce n'était pas moi le leader et j'étais très heureuse de suivre. Après, il y a eu une séparation et je vais la faire bref parce que moi, j'étais plus vraiment heureuse. Le truc qui, moi, m'avait traumatisée, c'était, par exemple, il y avait une newsletter, chacun avait son pôle. Moi, je suis bavarde, donc c'est le podcast. Elle aimait écrire et en plus, moi, je fais plein de fautes d'orthographe. ChatGPT est venu me sauver, bref. On va fermer cette parenthèse. Et donc, elle aimait écrire. Moi, j'avais dit, ouais, moi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Tu te souviens, le Becherel qui n'est jamais rentré là. Moi, je complexais beaucoup par rapport à ça. Donc, j'étais OK pour écrire ma partie, écrire mes bouts de newsletter, mais c'était elle qui mettait en synthèse tout ça et qui publiait. Et le traumatisme est venu qu'un jour, il y a une influenceuse, elle a dit félicitations, donc le nom de mon ex-associé, pour ce business-là. Et après, elle a félicité d'autres influenceuses en duo aussi. Elle a donné les deux noms. J'ai pété un plomb. Pourquoi est-ce qu'on félicite le business dans lequel je suis cofondatrice, on ne met pas mon nom? Bref, tu vois, c'était plein de trucs comme ça. Et je me suis rendu compte que j'étais dans un business où, en fait, les gens pensaient que j'étais une associée en carton. Et il n'y avait que les gens qui regardaient vraiment le Instagram, qui suivaient et tout, qui écoutaient le podcast, qui savaient que non, mais la Gola, c'est vraiment 50-50. Elle existe vraiment, même sur le site web. Les articles, il y avait des articles, c'était les miens. Enfin, et tu sais, ça fait mal. Quand tu es là, tu travailles jusqu'à tu fais burn-out. Et les gens, on est là comme ça, on dit non, mais c'est pas ton business, non, mais c'est pas toi. Quoi, c'est pas moi. En plus, je suis une femme de caractère, tu vois, donc non. Et puis, mais même jusque-là, tu vois, je me disais que c'était une épreuve que l'on pouvait dépasser. Mais quand après, il y a eu la séparation et que j'ai vraiment failli tout perdre, là, je me suis dit non, en fait. Premièrement, je me suis dit ça suffit. Arrête de donner ton temps. Arrête de travailler gratos comme ça pour les gens. Si tu dois travailler gratos, ça sera pour ta communauté. Et surtout, défends-toi un peu, tu vois. Défends-toi. Parce que moi, j'étais là, oui, bon, allez, c'est pas grave. Mais en fait, je suis tout le temps en train de signer des deals où mon ex, il m'a mis dehors alors que j'avais mon nom sur le bail. On aurait très bien pu rediscuter ce point-là. Je me retrouve encore dans un business où je perds tout. Et je me retrouve avec une page Instagram qui est fantôme et que j'étais à un doigt de pas la voir, mais s'il n'y avait pas la page Insta, en fait, il ne me restait plus rien de 2 ans de ma vie. Et c'est de se dire que non, en fait, Vanessa, maintenant, quand tu fais quelque chose, tu te positionnes différemment pour vraiment revendiquer tes droits, protéger tes intérêts, parce qu'en plus, c'est ce que tu racontes tous les jours aux femmes, en fait, vis-à-vis de l'argent. Mais c'est vrai que... Le cordonnier m'a chaussé, c'est... Mais c'est ça. Et puis moi, franchement, c'est mon point faible. Quand il y a de l'émotionnel, il y a quelqu'un qui me parle, tu viens, tu me regardes dans les yeux, tu me dis, on y va, je dis, on y va. Et non. Quand même, ça, c'est pas bon du tout. Je risque d'aller sauter dans le trou, et c'est dans le trou que je me dis, mais non, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Bref.
bref, donc on a dit on finit avec ça. Ça, c'était 2022, Ouais. début d'année 2023. Allez, super. Et donc, oui, tu deviens une influenceuse, podcast, newsletter, site internet, et ça marche bien. Mais ton core business, en tout cas, ce qu'on sait de toi, c'est vraiment ce côté finance. Finance, tu en parles beaucoup, tu formes les gens. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous expliquer pour ceux qui écoutent et qui du coup vont aller voir le podcast et tout le reste, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais pour ta communauté? Moi, je suis vraiment dévouée à ma communauté dans le sens où, pour moi, c'est les gens et c'est l'humain. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis battue que pour ça. Une marque, je m'en tape. Un nom, je m'en fous. Les newsletters, ça se recrée. Un site web, ça se recrée dans la foulée. Et aussi, c'est de se dire que je me bats pour aider les femmes à avoir les compétences parce que moi, je suis tellement cœur d'artichaut là qu'à chaque fois, je me fais avoir. Mais comme j'ai des compétences qui sont rares et qui sont fortes, je m'en sors toujours en fait. C'est de se dire que tu peux avoir le cœur le plus mou de l'univers et te faire toujours avoir parce que tu aimes les gens trucs. Si tu es suffisamment compétente et droite dans tes bottes, tu vas toujours rebondir et tu vas jamais perdre trop de plumes. Ok, tu seras un peu déplumé, mais pas totalement, tu vois, et tu pourras te remplumer au fur et à mesure du temps. Et c'est ça que j'essaye de donner aux femmes, c'est-à-dire que le matin, je leur donne une newsletter, je regarde, mais ça me prend un temps de malade, c'est-à-dire que si je faisais pas ça, mais j'irais encore plus loin dans mon business et dans mes investissements personnels. Mais c'est déjà de leur dire que, l'actualité économique, ça se suit tous les jours. Et moi aussi, je m'informe par la même occasion. Et c'est aussi de leur donner, parce que je ne suis pas journaliste, les journalistes ont une espèce d'obligation de rester neutre. Moi, je donne toujours mon avis qui est plus que pertinent. Vraiment, ça dépend des fois. Ça dépend. D'ailleurs, souvent pertinent, souvent. C'est gentil, mais je suis toujours choquée par comment est-ce que je suis inspirée tout le temps, quoi. Enfin, j'ai toujours un truc à dire. Et c'est de se dire que non, on est dans un univers où les femmes manquent d'éducation financière. Elles n'arrivent pas forcément à tenir certaines conversations sur l'économie, sur l'actualité, à comprendre aussi les enjeux économiques, tu vois. Et moi, l'économie, c'est mon bébé. Genre, à mon bac, j'ai eu 18 en éco au bac. En école de commerce, je faisais toujours partie des majors de promo d'économie. C'est ma passion. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette connaissance économique. Je la partage et je la partage avec beaucoup de générosité. J'essaye. Après, je rajoute toujours un petit peu de dose d'humour parce que c'est chiant, sinon c'est relou. Le marché financier, là, on s'en fout, en fait, tu vois. Non, mais tu présentes ça trop bien. Franchement. C'est vrai? Oui. Moi, je dis toujours jusqu'au bout. Et pourtant, c'est vrai que naturellement, c'est quelque chose d'indigeste, l'économie. Il suffit d'écouter BFM pendant 5 minutes et je te jure, c'est ça. Mais c'est ça qui arrive aux femmes, tu vois. Et c'est ça parce qu'en plus on est challengé, notre attention et notre temps est challengé. Et c'est de se dire que je mets ma pierre à l'édifice en leur donnant ces petites. Et j'essaye. Pourtant, je vais parfois loin dans certaines analyses. Je fais des décryptages pour vraiment leur dire non, c'est comme ça que ça se passe. Là, la dernière fois, je parlais du cours de la vanille à Madagascar. J'ai raconté toute une histoire bien drôle, mais en vrai, il y a un effondrement du cours de la vanille, tu vois. Et c'est vraiment d'essayer de faire ça déjà vis-à-vis de l'économie, donc c'est une revue de presse quotidienne. Après, je parle de mes placements et j'investis beaucoup. Et c'est même là, parce que j'investis beaucoup à titre personnel, parce que je suis une ancienne banquière, parce que j'aime aussi investir et parce que c'est important. Mais je me suis rendu compte que, tu vois, même mes activités d'influenceuse ont tellement pris le pas que je continuais à investir, mais je ne suivais plus mes investissements. Et quand j'ai fait un live, la dernière fois, j'ai fait un live qui était terrible, je me suis dit, mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. Et en fait, sur le coup, j'étais tellement attristée. Mon Dieu, Vanessa, tu ne suis plus tes investissements. Mais c'est de me dire, mais les filles, elles ne savent même pas qu'il faut les suivre. Elles ne savent même pas forcément qu'il faut un document dédié, en fait. Ouais. Et c'est de se dire que, tu vois, on va arrêter de s'autoflageller à vouloir toujours l'excellence. Tu gères 4 entreprises, tu es toute seule, tu fais tout ça en même temps et tu te plantes pas beaucoup parce qu'il y a tout qui tient la route. Ouais. Ça arrive de pas suivre tes investissements à la culotte près, c'est pas grave en fait. Donc en fait le plus important c'est de les faire, de montrer aux femmes comment les faire et que quand tu te poses, ça le fait. Donc sur la partie investissement, comme j'ai mis le nez dedans il n'y a pas si longtemps, je peux t'en parler vraiment. Mais écoute, parle-en parce que ça nous intéresse. Non, après je vais essayer d'être synthétique tout en étant quand même précise. J'ai plusieurs comptes titres parce que en fait un compte titre, faut savoir que t'as des enveloppes. T'as des enveloppes, tu peux pas te lever comme ça et tu achètes une action. Il faut que tu la mettes. C'est comme un sac à main. Il faut que tu achètes le sac à main. Donc c'est ça l'enveloppe et tu achètes une action qui va être comme un rouge à lèvres. Et donc tu vas
prendre un rouge à lèvres rouge, tu vas prendre un rouge à lèvres bleu. Et en fait, en fonction des sacs à main, donc en fonction des enveloppes, il y a des produits qui vont dans des enveloppes ou pas, tu vois. Et donc après, au niveau des fondamentaux, pour moi, les fondamentaux d'une femme, c'est l'immobilier. L'immobilier, on aura toujours besoin de se loger quelque part, même si tu fais pas de plus-value, si tu choisis un bon emplacement, ton appartement, tu pourras toujours t'en sortir. C'est-à-dire que moi, je maîtrisais parfaitement le financement bancaire. J'avais compris que l'emplacement, c'était important, mais tout ce qui est technicité du bâtiment, je connaissais pas. Donc, par exemple, mon deuxième investissement, c'était un investissement complètement naze. Je me suis fait avoir, on m'a encore menti, on m'a regardé droit dans les yeux, on m'a dit on va faire les travaux. Quand je suis arrivée, on m'a dit il n'y aura pas de travaux. Comment ça, il n'y a pas de travaux? Bref, c'était la bagarre tout le temps, mais comme les bases étaient là, c'est-à-dire que j'avais fait un bon financement, j'avais choisi un bon emplacement, mon appartement, je sais que je vais jamais perdre de l'argent. Et même si je décide de partir et que je le mets en location, il va être loué très rapidement, tu vois. Et c'est de se dire qu'en fait, même quand tu fais tes investissements, il faut que tu aies quand même un minimum de base pour que même si ça soit pas l'investissement du siècle, au moins ça reste un investissement dans lequel tu perds pas beaucoup d'argent et qui peut t'apporter quelque chose, tu vois. Donc pour moi, il y avait vraiment l'immobilier. Donc j'ai acheté un appartement pour ma résidence principale, j'ai fait un locatif et après je me suis arrêtée parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et c'était aussi de se dire que l'immobilier ça prend beaucoup de temps et comme j'avais envie de faire plein d'autres choses à côté, j'avais pas envie de multiplier les investissements là et parce que l'immobilier c'est du taf en fait. Déjà c'est un boulot à temps plein, franchement. C'est ça. Toi aussi tu as des biens immobiliers, tu as investi. Voilà, ça demande énormément d'énergie. À un moment tu délègues. Tu délègues, c'est beaucoup plus simple. Ah, moi, pour l'instant, je suis encore en train de... J'aime trop. Oui, c'est vrai. Mais quand tu commences à avoir plusieurs locataires, ça devient compliqué. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut déléguer. Moi, c'est vraiment... Oui, non, je suis tout à fait... Enfin, après, ça dépend, parce que, par exemple, mes parents, ils ont plusieurs locataires maintenant. Ça dépend, tu peux gérer, quand tu veux, moi, j'en connais beaucoup qui gèrent tout seul et qui ont plusieurs locataires après, mais c'est vrai que... alors, tu travailles plus à temps... Enfin, tu vois, ça te prend à ton week-end, ok. Ça te prend ton week-end. On est d'accord. Ça te prend tous tes week-ends. Et tu dois poser des jours en plus pour faire ça. Je suis d'accord. Mais c'est vrai aussi, c'est de se dire que des fois, quand tu te lances dans l'investissement, c'est aussi un peu ça, tu vois. Même dans la création de contenu, ça te prend aussi tes week-ends. Et donc, j'ai commencé par l'immobilier. Et tes nuits. C'est ça. Non, mais... C'est quelque chose. Non, mais tu comprends parce que et ça fait du bien aussi de parler à quelqu'un qui comprend parce que je t'assure que des fois, ton entourage, non, mais pense à toi, mais va en vacances, et doucement. La réalité, elle est là. C'est ça, la réalité est là et tu peux pas, finalement, ton temps devient difficilement maîtrisable. Et donc après, j'ai essayé l'immobilier, ça s'est plus ou moins bien passé. Globalement, pour l'instant, ça se passe bien. Dans ma résidence principale, c'est toujours la bagarre, mais globalement, ça se passe bien aussi. Et dans mon locatif, là-bas, ça roule sur des roulettes. Vraiment, je dors très tranquille. Après, je me suis dit, on va se lancer un peu sur la bourse. Donc, j'ai comme je disais, des comptes titres. C'est les moins intéressants au niveau fiscal, mais tu peux faire tellement de choses que, en fait, finalement, j'ai fini par en ouvrir plusieurs pour faire plusieurs stratégies. J'aime bien aussi, je voulais tester par exemple les actions fractionnées. Si tu vois l'action de Hermès, l'action d'Hermès c'est à plus de 1900 €. Non mais c'est ça, tu vois, Hermès, tu peux plus 1900 € dans une action, franchement, faut y aller. Donc du coup, je me suis dit, on va tester le paiement fractionné sur ça. Donc tu fais un virement de 50 € tous les mois sur cette action et tu vois. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je vois mes investissements. C'est-à-dire qu'il y a des comptes sur lesquels j'ai des stratégies de dividendes, donc j'ai des revenus réguliers, c'est plus le PEA là-dessus. Après, j'ai des comptes sur lesquels je teste des trucs un peu bizarres, donc c'est le compte titre. Je peux me permettre de mettre 30 €, voilà, c'est pas grave. C'est le prix d'un resto, je me cuisine à manger. Si je perds cet argent-là, c'est pas la mort. Et après, j'ai aussi une assurance vie où là, j'ai plus une stratégie vraiment patrimoniale. Donc, je vais avoir des placements de type SCPI, tu vois, de la pierre immobilière, avec lesquels en fait, je passe plus par un CGP, dans lequel, voilà, c'est un professionnel aussi de la banque. Il me parle des placements, on regarde les performances ensemble. Je regarde un peu les entreprises qui sont locataires de ces immeubles, je vois les performances passer et j'investis dans ce genre de choses. Ton épisode de podcast avec ton CGP, c'était lui, hein? Excellent.
Franchement, excellent. Ah, J'ai adoré. Bon, il y avait quand même des moments où c'était un peu obscur parce il fallait quand même tenir la conversation. ah, Mais dans l'ensemble, top. Et ça se voyait que vous étiez vraiment en phase. Vous êtes vraiment trouvés, hein. Il oui, est non, mais mon génial. conseiller, il est cool. Non, non, Mais il c'est est vrai que vraiment c'est. génial. Mais c'est vrai que mais en écoutant ce genre d'épisode, mais moi ça me fait mal des fois mon podcast parce que moi je suis hypersensible, tu vois, je suis dans la catégorie des HPE là, les hauts potentiels Ouais. émotionnels, tu vois, et du coup, ben c'est dur le podcast comme je suis quelqu'un de naturellement régulièrement joyeux, mais cette année j'ai eu vraiment des coups durs, mais c'était horrible de m'écouter, je me dis mais ça se voit que t'es pas bien, mais toi, tu vois, mais il faut continuer à bosser, tu vois. Non, Ah ouais, non, ben je te écoute. jure, ça passe crème. Ça passe Ah ouais, crème, mais oui, écoute, ça me oui. rassure parce que j'avais l'impression, je me disais, parce que la voix, ça s'entend en fait. Je trouvais que ça s'entendait beaucoup. Bon, au Et début, quand je t'écoutais, au tout début, je me disais pourquoi il crie comme ça. Je me disais mais pourquoi il crie, on entend très bien. Et puis bon, après je me suis habituée. non, mais ça, c'est une petite parenthèse. C'est un truc de dingue. C'est cet effet que je fais beaucoup. C'est pour ça que sur Insta et tout, je lis, enfin, je suis hyper dans le contrôle, tu vois. Parce que, en fait, quand je suis en mode naturel, je hurle dans les oreilles des gens, Je te mais jure. H24. Et en fait, au début, ça fait cet effet-là à tout le monde. Les gens, ils me connaissent pas, ils se disent, mais pourquoi ils crient? Et surtout, imagine les informaticiens qui sont très geeks, Je très veux calmes, très carrés, et ils voient une nana qui débarque, qui hurle, qui sautille. En plus, je suis là, les riris, les loulous, les machins. Et au début, j'étais hyper complexée parce que c'est vraiment moi, tu vois, je suis vraiment comme ça. Et je me disais, non, Vanessa, il faut que tu changes, calme-toi, énergie tranquille et tout. Mais bon, bref, on est obligé de s'accepter, tu vois. Il faut s'accepter. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, mais il t'habitue. Et là, dernièrement, où vraiment mon business était quand même en danger, j'ai perdu beaucoup de trucs et j'avais pas trop le moral au boulot, mais j'étais calme. Il n'y avait plus de hurlements, plus de blagues. Et tu vois, pendant les réunions du matin, parce qu'on a des daily, ils étaient là, oui, on trouve que l'ambiance a un peu changé. Et ça, je suis bien Finalement, hein. mais oui, non, mais c'est ça. Je dis, ah ok, finalement, non seulement on finit par s'habituer à cette énergie qui est quand même très différente, mais quand finalement je me calme et que j'ai l'air normal, parce que quand je ne crie pas, c'est en fait juste quelqu'un qui est normal, ben en fait, moi, je vais pas bien, et en fait, il y a cette énergie tout autour, tu vois. J'ai même des collègues qui me disaient, en ce moment, j'aime pas ton énergie, Vanessa. Ouais. Ah, non, mais on est là, on lutte, on est là comme ça, c'est... Tu ressembles à tout le monde, ça va pas, ça va pas. Tu vois comme quoi être différente, c'est pas si mal. Ben, Ça manque. on n'a pas le choix. Mais bon, pour revenir à toutes tes stratégies, donc tu m'as dit, tu fais dans l'immobilier, la bourse. Est-ce que quand tu parles de compte-titre, de PEA, d'assurance vie, tout ça, tu es dans le même package en termes d'investissement ou pas? Oui, ça c'est plus des investissements sur les marchés financiers globalement. Ouais. Après, en fonction des produits, tu vois, il y a des produits qui vont entrer dans une assurance vie, il y a des produits qui vont entrer dans un compte-titre, tu vois, mais c'est plus des investissements globalement sur les marchés boursiers. Et pour ça, Et tu moi, conseilles d'être accompagné ou tu penses que quelqu'un peut tout seul se lancer dans ce type de Oui, produit? tu peux accompagner. Mais même là, maintenant, avec tout ce que j'ai fait et vu tout ce que je gagne, je pourrais déjà accompagner. C'est même pas forcément là la question. Tu peux être accompagné et tu peux. Et moi, par exemple, je peux proposer des accompagnements. Mais en fait, le truc, c'est que c'est toujours la même chose. Quels sont tes objectifs et quelle est ta stratégie? C'est-à-dire que si tu veux parfaitement tout optimiser, parfaitement tout maîtriser, par chaque truc, il va falloir que tu ailles voir les experts des experts des experts. Et c'est toujours ça, c'est une question de prix, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit que quand tu n'as pas l'argent, parce que tout le monde ne peut pas se payer des accompagnements à 500 euros ou à 1000 euros ou à 200 euros, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Quand tu n'as pas l'argent, tu as du temps. Et si tu as du temps, il faut que tu l'utilises bien et tu te formes. Tu vois. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé dans l'immobilier, quand j'ai commencé dans la bourse, j'avais pas d'argent. Je suis pas une héritière. Mon patrimoine, il s'est créé en même temps que le patrimoine de mes parents. Hein. C'est très marrant d'ailleurs, tu vois. Et donc, en fait, comme j'avais pas l'argent, j'avais le temps, ben, je me suis formée. Et c'est de se dire que il y a beaucoup de jeunes filles qui, elles n'ont pas l'argent. Si, par exemple, là, la nana, elle a que 100 euros, pourquoi est-ce que je vais lui demander de me les donner à moi, alors que ces 100 euros-là, elle peut les prendre et elle peut les investir dans 30 euros par-ci, 40 euros par-là, et se construire son avenir. Après, c'est vrai que c'est ça qui fait aussi que mon ex-associé s'est dit que non, mais elle, là, vraiment, Mère Teresa, là, on a
pas le temps, tu vois. On veut de l'oseille et je peux comprendre, tu vois. Mais moi, c'est par rapport à mon histoire. J'ai beaucoup été pauvre, j'ai beaucoup souffert de ces inégalités où au lycée, quand j'avais du mal, moi j'allais dans des associations alors que mes ex-camarades, ils avaient des cours particuliers. Même là, mes consoeurs, elles sont là, elles font des masterclass et c'est très bien, tu vois. Mais tout le monde ne peut pas payer. Il y en a qui ne veulent pas, ok, mais il y en a qui ne peuvent vraiment pas. Et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup travailler pour ces nanas-là qui ne peuvent pas payer. Et c'est pas parce que tu ne peux pas payer que tu n'as pas le droit d'avoir au moins l'information. Ouais. Tu vois, je mets beaucoup d'énergie là-dedans et on me dit oui, t'as rien compris, t'as pas d'argent, si t'as pas d'argent, t'as tout raté. Écoute, j'ai le temps, j'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant, laisse-moi tranquille en fait. Attends, on va revenir sur ton célibat, mais attends, j'ai pas encore fini avec toi. Et donc, tout à l'heure, tu disais l'immobilier. Donc, évidemment, il y a la zone géographique qui est hyper importante, mais aussi le montage financier. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là et comment est-ce que tu fais un bon montage financier? Après, ça dépend pour moi le montage financier. Il y a même la stratégie. Est-ce que je commence par une résidence principale? Est-ce que je commence par un investissement locatif? Tu vois, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais montage financier. Il n'y a que ta situation personnelle et tes objectifs. Ouais. Tu vois, tu peux. Moi, j'ai choisi une stratégie. J'ai commencé par un investissement locatif et par la suite, j'ai fait ma résidence principale. Mais pourquoi? Parce que j'étais en couple et que j'avais pas spécialement envie d'acheter directement avec la personne avec qui je vivais. Et au niveau des calculs, c'était smart. Tu vois. Bon, finalement, le couple n'a pas tenu. Et là, j'étais prête à acheter ma résidence principale et je l'ai achetée toute seule. Et tu as des gens qui vont être dans ce type de situation-là. Après, si tu es plutôt dans une situation où tu es très jeune et que tu peux avoir des revenus qui augmentent très vite et que tu veux te sécuriser d'abord, pourquoi pas commencer par la stratégie de la résidence principale. Mais après, il y en a plein d'autres. Après, tu peux passer par des SCI si jamais tu as une famille et que tu veux plutôt donner des parts à tes enfants. Il y a plein de choses. Et pour moi, c'est pas de se dire qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur, c'est qu'est-ce qu'à l'intérieur je veux en fait pour ma vie, pour mon avenir, comment est-ce que je me vois. Et à partir du moment où tu creuses tous ces éléments-là, tu vas petit à petit trouver des solutions adaptées à ta situation. Et est-ce que si tu vas, quand tu te présentes à la banque, il y a quand même, tu me diras à nouveau, ça dépend de ta situation, mais par exemple, si tu veux un crédit à 100%, est-ce que c'est des choses qui sont encore faisables aujourd'hui? Évidemment, mais il faut savoir qu'en banque, moi ça c'est ce que j'ai découvert, c'est vraiment à la carte. C'est à la carte, c'est-à-dire que si tu as un client, tu as une bonne situation, tu as beaucoup d'argent, tu vas ramener de l'oseille, mais on va te dérouler le tapis rouge. De même que si t'es pas, c'est dur, vraiment, tu n'as que des cacahuètes, tout ça, si on te donne l'heure, c'est que tu as de la chance. Et c'est vrai que c'est injuste et quand on entend ce genre de discours, ça peut paraître brutal, mais en même temps la vie elle est injuste et la vie elle est brutale. Moi je suis quelqu'un de très factuel et de très pragmatique, c'est-à-dire que la réalité c'est ça. Donc où est-ce que toi tu vas te situer? Si tu sais qu'on va surtout aider les gens qui ont une bonne situation bancaire, moi je vais essayer de te donner des conseils pour avoir une bonne situation bancaire pour t'éviter les problèmes. Après si tu veux batailler, lutter, nager à contre-courant, c'est un problème, mais moi je suis pas dans ça, tu vois. Ok. Et quand tu vois tous ces influenceurs justement sur YouTube principalement sur YouTube, qui disent on va s'acheter, viens suivre ma formation, je vais t'apprendre comment acheter 3 immeubles, un chaque année, financé à 110%. Est-ce que ce sont des messages qui tiennent la route? C'est des messages qui peuvent être vrais. Le problème, c'est quand entre le vrai du faux, des fois, c'est compliqué, mais c'est des messages qui peuvent être vrais. En effet, tu peux acheter un immeuble tous les ans, ou un immeuble tous les 2 ans, ou un immeuble même tous les 6 mois, vraiment en fonction de ta situation. Ça peut aller très vite. Par contre, c'est de se dire aussi que dans la vie, c'est comme dans la bourse, en fait. Il faut faire attention à l'appât du gain. On est dans une société où les gens veulent aller très vite, parfois trop vite, et c'est comme ça que tu te brûles, en fait. Il faut des fois accepter que les choses prennent du temps. Les choses se font avec le temps, en fait, le temps de maîtriser ta compétence. Pourquoi tu vas acheter un immeuble tous les ans si tu n'en as jamais eu? C'est comment tu vas faire, en fait, s'il y a des travaux? Est-ce que tu maîtrises tes travaux? Si encore tu as ta famille qui est dans le bâtiment, tu maîtrises, tu vois ce que je veux dire? Tu as des ressources proches de toi pour t'aider à gérer les problèmes, ces problèmes-là, ok. Mais si tu vas aller très vite, des fois, tu vas te cramer. La dernière fois, j'ai fait un live où on parlait des cryptos. Moi, j'ai perdu pas mal d'argent en crypto. Vraiment, ça m'a énervé. Mais c'est comme ça que j'ai fait
mon expérience, tu vois, et heureusement que j'ai pas fait du all-in, parce que c'est ça aussi l'avantage de la diversification. Quand sur le plan de l'immobilier, là, ça a commencé à m'embêter avec ma résidence principale et mes copropriétaires, je suis partie en bourse, et en bourse, j'étais très contente, j'ai gagné de l'argent. Quand après les marchés financiers, c'était vraiment, vraiment compliqué, ben, je me suis dit, ok, on va diversifier sur des SCPI, tu vois, et ça se passe bien. Et quand après les SCPI, ça devient compliqué, là, maintenant, la crypto, ça repart, ben, on va repartir sur la crypto. Résultat, en fait, tu es tout le temps en train d'être dans une énergie plutôt positive, de regarder quelque chose de sympa, et que même s'il y a un problème sur un placement, ben c'est pas grave, il y en a un autre où c'est ouvert et tu vois, ton cœur il est en joie, et c'est de se dire que tu restes toujours dans cette énergie-là, en fait, tu restes toujours dans une énergie positive, de gratitude. Après, pour moi, et c'est aussi pour ça qu'il y avait eu la division dans le duo, il y avait eu un produit bourse auquel j'ai refusé de participer. J'ai dit, mais moi, je ne vais pas vendre ce produit. Mon argent, je ne le gagne pas en bourse, en fait. Là, je suis là, on se joue les influenceuses en blablate et tout, mais certes, je gagne de l'argent en bourse, mais ce n'est pas la bourse qui paye mes factures. Donc, pourquoi est-ce que je vais commencer à dire aux gens, oui, venez, je suis riche et je te vends la bourse? Non, non, je ne peux pas faire ça, en fait. Surtout qu'en plus, je suis une ex-professionnelle qui a beaucoup lutté contre les gens qui faisaient ça. Ça ne veut pas dire que le produit qui a été créé était mauvais, mais c'était la promesse qui, moi, ne me convenait pas. Et c'est pour ça que j'ai aidé à vendre, mais que je n'y ai pas participé. D'accord. Ok, c'est très clair. En tout cas, merci beaucoup pour ta générosité dans l'information. Et du coup, voyons si tu vas être généreuse sur la suite. C'est quoi cette histoire de célibat? Parce que carrément, tu dis que ça te définit. Comment est-ce qu'on peut se définir? Non, mais parce que tu sais, quand tu n'es pas exposé, tu es là comme ça, tu es dans ton célibat, tu as déjà dépassé la trentaine, tu es une femme noire, mais c'est il est où le mari, les petits-enfants? Jusqu'à ma mère, la dernière fois, m'a dit, bon, tu sais quoi, moi, je suis avec le chat parce que comme tu as refusé de me donner des petits-fils, je lui dis, mais j'ai rien refusé du tout. Donc, mais, on dirait, je me suis levée, j'ai dit, toi, je vais te punir, tu n'auras pas de... Non, mais non, la vie a fait que, voilà, on est parti se chercher en couple, ça a mal tourné, après on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, ça a tourné aussi bizarre, et on fait comme on peut, en fait, tu vois. Et, mais c'est de se dire aussi que, tu vois, dans mon entourage, je connais beaucoup de femmes qui essayent de s'en sortir, de faire des choses bien. On n'est pas parfaite, on a des qualités, on a des défauts, mais on a aussi évolué et on n'est pas prêt à supporter tout et n'importe quoi. Moi, j'ai déjà souffert. Moi, je me souviens en plus, mon ex, à l'époque, on va dire encore, Vanessa, tu parles du passé, mais c'est quand même ça qui a créé ce business. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée dans une situation de fragilité. Je me suis retrouvée à la rue. Si je n'avais pas mes parents, mais en plus, il n'a jamais voulu qu'on se sépare. C'est ça. Parce qu'on est amis, en fait. On s'entend bien, on discute. Et lui, la dernière fois, il a écouté le podcast, il a dit, oui, t'as dit que je t'avais quitté, alors que t'as dit que je t'avais mis à la porte et que je t'avais quitté. C'est pas vrai, c'est toi qui m'as quitté. Ben, je lui dis, mais parce que, attends, la vérité, c'est qu'en fait, tu m'as mis dehors pour me donner une bonne leçon, parce qu'en fait, tu voulais que je revienne après. Qui fait ça? En fait. La personne qui a le pouvoir. C'est ça, la personne qui a l'argent, en fait. Donc je lui dis merci, ok, oui, bon, j'ai peut-être pas expliqué à quel point en fait c'était horrible cette situation, mais en fait oui, c'est de se dire qu'en tant que femme, tu peux te retrouver dans une situation de couple où quelqu'un veut te punir parce que moi je voulais m'élever, je voulais doubler mon salaire, je voulais faire mes investissements solo, ça dérangeait monsieur, donc monsieur a voulu me remettre à ma place, donc allez, on te met un peu dehors, comme ça tu vas voir un peu que la vie est difficile et tu vas revenir en rampant, sauf que madame est têtue en fait. Madame est têtue et madame n'est pas trop stupide. Donc, au lieu de revenir en rampant, elle achète un deuxième appartement. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent se permettre de faire ça. Et c'est de se dire que maintenant, j'assume. C'est-à-dire que je ne veux pas être dans des relations où je suis maltraitée. Et c'est vrai que je me suis dit que je ne vais pas trop parler de moi, mais c'est des trucs en fait que tu vois mais tellement souvent dans mon écosystème où je vois des femmes brillantes qui ont des carrières de dingue, qui essayent d'être bien, qui essayent de s'améliorer et qui se retrouvent dans des histoires d'amour, mais pourries, toxiques. On les maltraite, elles sont là, elles souffrent parce que oui, mais tu comprends, j'ai déjà 40 ans, oui, mais mais t'es célibataire, t'es pas malade en fait. T'es célibataire, t'es pas handicapé. Enfin, je veux dire, je sais que c'est pas facile. Nous, on aimerait tous avoir des beaux bras bien musclés, moelleux, qui te disent « ma baby !» Tu vois, mais si t'as pas ça, fais comme moi. Lis les philosophes stoïciens et accepte ta réalité. Et dis qu'elle est belle, en fait. Non, mais tu vois, et ce truc-là,
avant, c'était pas quelque chose que je revendiquais ou que j'assumais parce que déjà, j'ai eu la pression, tu vois. Non, mais t'es célibataire, donc forcément t'as un problème. Non, mais t'es célibataire, donc forcément il faut que tu trouves un mari. Non, mais tu vois ce que je veux dire. On va pas chasser le mari. Quelqu'un vient à genoux, il me dit épouse-moi, je vais dire bon, écoute, why not? Attends, on va discuter. Mais on va pas chasser. Mais tu vas pas te mettre dans des états parce que t'as pas trouvé. Moi, toutes les semaines, j'ai des copines qui m'appellent. J'en ai encore une. La semaine dernière, elle a fêté ses 32 ans. Elle a pleuré au téléphone parce que j'ai raté ma vie, parce que j'ai l'impression que je suis pas accomplie, parce que j'ai pas de mari, parce que j'ai pas d'enfant. Mais ma chérie, t'as fait tellement de choses. Tu t'es battue pour, t'as lutté pour tellement d'autres trucs que pourquoi tu focuses sur ce que tu n'as pas? Tu as l'impression que c'est plus dans nos communautés afrodescendantes ou c'est généralisé? Franchement, c'est généralisé. Ma copine, elle est picarde et elle est blonde aux yeux bleus, elle habite dans un village. J'aurais jamais cru qu'elle allait déprimer parce qu'elle était célibataire, tu vois. Mais dans nos sociétés afro-descendantes, pour moi, c'est encore plus violent. Moi, mon père, tous les jours, il m'appelle. Ma fille, je prie pour que tu trouves un mari. Amen. Je dis, bon, ok, papa, d'accord. Mais ok, prie aussi pour que je sois en bonne santé et que ma santé mentale tienne le coup, en fait, tu vois. Parce que si c'est trouver un mari qui va encore vouloir me punir parce que je veux créer une 5e société, qu'est-ce que tu veux? Tu vois. Et est-ce que j'aurais été épanouie dans ce genre de relation? C'est de se dire que maintenant, voilà, j'ai 34 ans, je fais des trucs sur Internet, influenceuse, bon, je sais pas trop, j'essaie d'aider les gens comme je peux, je commercialiserai peut-être plus tard ces activités. Pour l'instant, tout va bien, l'argent, ça rentre, il n'y a pas de problème. Si je trouve un mari qui est gentil, qui me traite bien, et qu'on se marie ou pas d'ailleurs, tant mieux. Si je n'en ai pas, c'est pas grave, je suis pas malade, je vais pas mourir. J'adore ce discours. Totalement fan. Merci. Et dis-moi, est-ce que tu as l'impression que... Bon, tu as un tout petit peu répondu le long du podcast, mais est-ce que tu as l'impression qu'être une femme, point, une femme noire, deuxième point, c'est quelque chose qui a influencé ton parcours négativement ou positivement, ou que ça n'a pas toujours été un sujet? Non, être une femme noire, c'est dur. Hein. Je veux dire, mais être une femme noire, pour moi, c'est dur en Afrique comme c'est dur en France. Il y a une telle pression. Franchement, tu dois... Waouh! Même quand je discute avec d'autres nanas, la dernière fois, j'étais en train d'expliquer que je ne savais pas piler le couscous. J'avais mal. Que oui, non, mais c'est que bon, j'ai regardé la dernière fois sur la recette TripAdvisor. Non, c'est TripAdvisor. Non, c'est pas TripAdvisor, c'est les restos. TripAdvisor, oui. Quel truc. Marmiton, voilà. Marmiton. Comment on fait pour piler le couscous? Ou je suis allée... Tu vois, t'imagines toutes ces injonctions? Alors que je fais plein d'autres trucs bien. Mais c'est de te dire que quand t'es une femme et quand t'es encore une femme noire, mais on attend de toi des trucs de dingue. Bah oui, bon, je sais pas faire le ndolé, ok, bon, je sais faire plein d'autres choses, tu vois. Et ça, c'est sur la partie personnelle, mais sur la partie professionnelle aussi, des fois, j'ai toujours eu ce truc que je devais faire beaucoup plus, je devais être plus compétente, je devais être plus professionnelle, je devais donner plus. Et c'est de se dire, même maintenant que je commence à glisser tranquillement vers la quarantaine, hein, parce que ta Vanessa est vieillie, c'est de se dire que non, mais en fait, relax, on va commencer à se détendre, on n'est pas obligé d'être parfaite, la vie s'arrête pas ce soir, et c'est fait, c'est pas fait, tant pis. Tant pis. Eh dis donc, tu deviens philosophe. Ça a bien infusé. Tous ces bouquins, ça a infusé. Mais je sais que tu as déjà parlé de ton mantra, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu, tout le long de ton parcours, les choses ou la chose qui t'a permis de tenir ton fil conducteur, ou alors ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir dès le début? Un des deux. Le truc, c'est que moi, j'ai pas une vie facile. C'est vraiment... il s'agit pas de se plaindre. Hein. Et d'ailleurs, j'ai pas... C'est-à-dire que, quand je commence à penser à ma vie, tu vois, et je regarde les autres storytelling, et je dis, oui, j'ai galéré, j'ai souffert et tout. Des fois, tu te rends compte que les gens, ils mentent, tu vois. Et je dis, mais moi, j'ai vraiment souffert. Et en fait, c'est pour te dire que tu peux même plus trop le dire parce qu'on va dire, ouais, fais du cinéma et storytelling. Et en fait, c'est de te dire que, quand tu as vécu des trucs tellement difficiles, j'ai vécu des trucs traumatisants en tant que femme, des situations même des fois de harcèlement sexuel ou des situations, mais même parce que je suis quand même assez féminine, j'aime me mettre en valeur et tout. Il y a des fois où j'ai douté, hein. Des fois je me suis dit non, mais je vais m'habiller comme un sac. Tu vois, vraiment tous ces trucs-là qui
déstabilise un peu la confiance en soi et l'estime de soi et finalement après ça impacte tes performances. C'est toujours été de me repositionner et de me dire bon ben moi ce qui m'a toujours sauvé c'est le travail. C'est-à-dire qu'on aura beau te dire quoi que ce soit sur quoi que ce soit, tu vas travailler, on va te demander quelque chose de très précis et tu vas essayer de faire de ton mieux pour apporter satisfaction. Des fois c'est très bien fait, des fois c'est beaucoup moins bien fait, mais quand tu as fait de ton mieux, ton interlocuteur en face, il le sait en fait. Et même si tu as les loups-garous qui viennent te mordre, les crocodiles qui viennent te croquer, et ben t'as fait en fait, t'as fait comme t'as pu et tu as de quoi répondre, tu vois, voilà, c'est hyper important. Le travail c'est vraiment ça. Après moi en termes de mantra, j'ai beaucoup des valeurs humanistes et j'ai ce côté un peu femme-enfant très naïve et ce que j'aurais dû... Mais ça, mes parents, ils me le répètent. Je te dis, même à 34 ans, j'ai toujours des parents qui sont là comme ça, on dirait, j'ai 8 ans, tu vois, parce que j'ai ce côté très femme-enfant, très naïve. Et c'est pas de l'immaturité, en fait. C'est vraiment un caractère. Je choisis d'écouter les gens. C'est-à-dire que mon propriétaire, là, dans ma résidence principale, le gars, il m'a dit, on va faire les travaux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ben, je l'ai cru, en fait. Tu vois, parce que moi, quand je dis quelque chose, j'essaye de le faire. Je fais vraiment tout faire, même trop d'ailleurs, tu vois. Et ce que j'aurais vraiment voulu savoir, c'est que les gens, ils mentent. Ça commence et ça se termine là. Les gens, ils mentent. Bienvenue sur Terre. Non, mais c'est vrai, et c'est terrible. Et le pire, c'est que ça fait longtemps qu'on me répète ça dans les oreilles. Vanessa, les gens, ils mentent. Arrête de les écouter. Mais c'est tellement intrinsèque dans moi que j'ai envie de les croire et j'ai envie de les écouter et je me fais avoir, en fait. Continue, ça vaut la peine. Parce que parmi toutes ces personnes qui mentent, enfin à côté de toutes ces personnes qui mentent, il y en a autant qui sont vrais. Donc je pense que ça vaut la peine de continuer sur ton chemin. En tout cas, pour les gens comme nous qui te rencontrons, on se dit on n'est pas seul, on n'est pas fou, tu vois. Donc c'est bien d'avoir une personnalité publique qui ressemble à ce à quoi on veut, à ce à quoi on aspire en fait. Donc non, continue à être toi. On valide. Ah, c'est trop mignon, ce jeu. Mais c'est vrai que j'ai fait vraiment de belles rencontres. Et c'est vrai que c'est marrant aussi par rapport à ça. Tu sais, quand tu fais de l'influence, tu crées du contenu comme ça. Tu sais, moi, je suis seule dans mes trucs, là, face à mon téléphone, face à mon PC. Et pendant longtemps, je travaillais en plus. Avant même, j'étais même cachée encore par quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, il y avait plein de couches. Et jamais je me serais dit que j'aurais un retour. C'est vraiment, tu sais, tu es en mode, tu donnes généreusement. Et là, maintenant, je commence à avoir des retours. Et je te jure que je suis même pas prête, des fois. Les gens, ils sont là, ils t'envoient des messages. Non, mais c'est bien. Ça nous a impacté. Ça a changé ma vie. Et je me dis, mais wow. Et c'est vrai que c'est rassurant. C'est rassurant parce que même sur l'estime de soi beaucoup, quand tu fais le choix de croire aux gens, le choix de croire en l'humain, le choix de donner alors que tu peux vendre, le choix d'essayer d'aider alors que tu peux tout ramasser pour toi. Parce que je sais faire, tu vois. Même quand je suis énervée, je peux aussi être méchante. Mais c'est de se dire que des fois, sur un deal, tu choisis ok, je laisse, je perds, j'abandonne. En fait, si tu n'as pas des gens aussi extérieurs qui te font comprendre que ça leur apporte quelque chose, tu te sens bête en fait. Franchement, moi quand je te dis le mec de Instagram, il m'a dit pourquoi est-ce que votre page Meta Facebook c'est pas votre nom? J'ai dit parce que je suis bête, voilà. J'ai cru, on m'a dit fais confiance, j'ai fait confiance. Il a éclaté de rire, tu vois, il a éclaté de rire. Je dis c'est ça, j'y ai cru. Mais quand tu t'attends à quel discours en fait? Oui, j'y ai cru. Et en fait après tu te dis mais je suis bête, mais est-ce que je suis vraiment bête? Parce que je fais des trucs un peu intelligents quand même. Mais tu vois, et en fait c'est après quand tu rencontres d'autres personnes qui sont aussi dans le mindset comme toi, qui croient aussi en l'humain, qui veulent partager, même si on n'oublie pas l'argent, on n'oublie pas le business, tu vois, mais qui ont aussi cet aspect-là, tu te dis qu'en fait non, je suis pas bête. J'ai cru, j'ai juste fait confiance à la mauvaise personne. C'est pas la même chose. Et tu te regardes pas pareil, tu vois. Donc c'est vrai que ça m'a fait vraiment du bien aussi de rencontrer des gens et d'avoir plus de retours de la communauté par rapport à ça. Allez, super. Comme quoi, messieurs, mesdames, les retours, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça encourage. En tout cas, merci beaucoup. Je te fais un retour en direct. J'ai écouté ton podcast, j'ai adoré. Ah, super. Et il faut pas hésiter. Ah, super, je suis trop contente. Mais écoute, je pense que cet épisode encore va vraiment plaire parce qu'on a passé un super moment. Et comme je disais, tu es hyper généreuse sur ce que tu donnes, les infos. Et j'encourage tout le monde à aller voir ta newsletter, à écouter ton podcast parce que moi,
un week-end. Hein. J'ai enchaîné les épisodes. En un week-end, j'avais tout fait parce que c'est vraiment que de la crème. La crème de la crème. Donc voilà. Merci pour ta participation à cet épisode. Merci pour toutes les infos et merci pour ton temps surtout. Non, mais merci à toi. Attends, on a refait une deuxième fois, donc merci beaucoup. Et ça valait le coup. Merci pour tous les conseils et au plaisir. Au plaisir. Allez, passez une bonne soirée. Bye. Bye bye. Voilà les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!